Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur School TV du MAG. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur les questions et les réponses sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est l'école du monde, on voyage encore un peu plus et devinez quoi? On traverse l'Atlantique. Voici sans plus tarder le sommaire direction les États-Unis. Pas mal, bienvenue à l'école américaine. On a tous vu des élecoliers à la télé ou encore dans les séries. Et puis bien sûr ce fameux bus jaune. Mais comment marche le système là-bas? Et surtout, quel rôle jouent les parents? Irina Capron sort sa grosse loupe dans un instant. De la preschool à l'université, une vie placée sous le signe de l'émulation, mais aussi de la compétition. Quelle est l'importance de la notation outre-Atlantique? Comment motive-t-on les élèves? Avec quelle pédagogie et surtout quelle approche? Là aussi, vous le verrez. Et puis la qualité de l'éducation est-elle encore un enjeu national aux États-Unis? Quelle politique scolaire est privilégiée là-bas? Bon nombre d'observateurs de l'éducation pointent des inégalités croissantes public-privé. C'est un peu deux salles, deux ambiances. On se demandera aussi pourquoi. Eh bien, les universités américaines font tant rêver. On est avec Esther Sina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante et chercheuse en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Et on est en ligne avec, depuis les États-Unis, d'Amérique, Andy Fletcher. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne professeure de français et vous vous trouvez dans le Delaware qui est bien connu par un certain président, Joe Biden. C'est parti pour la loupe. Bonjour Irina. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors, quelles sont les équivalences entre les niveaux de l'école américaine et l'école française? Alors tout d'abord, il est important de savoir que le système scolaire aux États-Unis est très décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses différences d'un État à un autre concernant le contenu des programmes, l'âge d'entrée à l'école ou encore les dates de vacances. Donc c'est assez compliqué, moi je vais vous parler plus de généralité. Alors vous allez le voir sur la photo, la maternelle qui dure 3 ans chez nous en France, dure 2 ans aux États-Unis, ça s'appelle le preschool. L'elementary school, donc l'école primaire, dure 1 année de plus. L'enfant y entre à l'âge de 5 ans jusqu'à 10 ans. Ensuite, vous rentrez en middle school, qui équivaut au collège chez nous en France. Elle est composée de 3 années. Les cours débutent entre 8h, 8h30 et terminent vers 14h30, 15h, comme en école primaire. Mais les journées sont beaucoup plus denses car il y a moins de récréation et la pause du midi est beaucoup plus courte. Et puis ensuite, le lycée, le fameux high school, qui dure 4 ans aux États-Unis. Alors, ce sont 4 années très denses pour les lycéens. Elles sont très importantes parce que les élèves, eh bien, ils vont se préparer pour faire leur entrée à l'université de leur choix. Quelles sont les caractéristiques de l'école aux États-Unis? Alors, la pédagogie, c'est le bonheur à l'école. Les enseignants visent l'épanouissement des élèves autant que la transmission des savoirs. Le rapport entre enseignants et élèves est beaucoup moins formel qu'en France. Il est beaucoup plus direct. L'école aux États-Unis, eh bien, c'est une réelle communauté avec ses valeurs et ses traditions. Chaque école, donc communauté, est même représentée par une mascotte, un tigre, un requin. Il y a beaucoup d'assemblées, d'activités sportives et de compétitions. L'autre grande caractéristique, eh bien, c'est l'individualité. L'école traite les élèves en tant qu'individus plutôt qu'en groupe de classe. Le sport et les arts sont considérés par les Américains comme des matières aussi importantes que les autres. De nombreuses bourses d'études sont d'ailleurs basées sur les résultats sportifs ou artistiques. Et puis les parents sont également très impliqués dans l'école, en plus de contribuer aux finances de l'école avec des ventes de gâteaux, de livres ou encore des galas de charité. Les parents peuvent venir lire en classe, raconter leur métier ou encore encadrer une sortie scolaire. Concernant le système d'évaluation, de notation, c'est la même chose qu'en France ou pas du tout? Alors, pas du tout. En France, je le rappelle, en école primaire, nous sommes notés de 1 à 10 et les collégiens et les lycéens de 1 à 20. En élémentaire, aux États-Unis, les notes de l'enfant iront de 1 à 4, 4 étant la note la plus élevée. Ils ont également des commentaires d'appréciation de la part de leurs professeurs. Au middle school, donc au collège, les enfants découvriront des notations sur 100 et au lycée, il n'y a plus de commentaires. Le système de notation se fait par des lettres associées à un plus ou un moins de A à F, F étant la note éliminatoire. Vous étiez plutôt A+ ou F- en cours? Je pense à plus. A+. Ça ne m'étonne pas, Irina, ça ne m'étonne pas. On creuse tout ça dans l'expression orale, on va tout savoir. Allez, l'expression orale avec Esther Sina, qui est enseignante chercheuse en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, avec Andy Fletcher, qui est ancienne professeure de français. On est en direct depuis le Delaware. Ça va au Delaware? Il fait beau? Moi, j'aime bien faire le petit point météo, là, quand on parle comme ça à l'étranger. Oui, là, il a fait froid il y a 2 jours, mais aujourd'hui, il fait assez beau, disons.
Ah, c'est beau, oui. On va prendre Il y a du soleil. notre billet pour venir dans le Delaware, même si ce n'est pas forcément la destination préférée des Français quand ils vont aux États-Unis. Mais pourquoi pas, je sens que vous allez nous convaincre, ma chère Andy, la particularité de ce système, de cette scolarité aux États-Unis, c'est vraiment cette autonomie, vraiment cette décentralisation, c'est ça? C'est ça. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Si il y a un élève qui veut déménager, par exemple, changer d'État, changer de district, il aura peut-être des problèmes. Hein. C'est le fédéralisme aux États-Unis qui est à l'origine de cette décentralisation? Oui, c'est le fédéralisme et c'est la tradition de l'éducation depuis que les écoles ont ouvert au 19e siècle. Quand les premières écoles publiques ont ouvert, elles étaient gérées par des petites communautés extrêmement locales. On parle de quoi là, 1830, 1800... Entre les années 1830 et 1860, il y a ce Common Schools Movement. Et donc les premières écoles publiques, c'est-à-dire gratuites, elles sont gérées par des villages, par des petites communautés. Et il n'y a jamais eu d'uniformisation nationale avec une centralisation associée. Andy Fletcher, c'est-à-dire que les Américains sont depuis toujours attachés à une école dite de proximité, avec un contrôle local assez prégnant, assez fort? Ça a changé depuis des ségrégations, je pense que vous dites ça, non? Oui. Maintenant, on a des gens, des élèves qui voyagent très loin pour aller à l'école. Donc, c'était l'idée que dans la ville, par exemple, ici à Wilmington, il y avait une population plutôt appauvrie et on croyait qu'ils n'avaient pas les mêmes possibilités que les autres. Donc, on a pris les élèves de la ville et les a emmenés dans la banlieue et l'inverse. Donc, ce n'est pas des écoles de communauté maintenant. Tout a changé. C'est-à-dire que certains élèves et certains parents sont prêts à faire, je ne sais pas moi, 1 heure de voiture le matin, c'est ça, pour emmener leurs parents à l'école? Ouais. Ah oui, c'est normal. Ouais. Ah ouais, carrément. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et effectivement, au départ, c'est dû à ces politiques d'égalisation où on a voulu emmener des élèves moins fortunés vers des écoles mieux dotées et avec ces trajets associés. Andy, est-ce qu'il y a tout de même, alors on a vu que c'était défragmenté, si je puis dire, qu'il y a cette décentralisation et qu'il y a une multitude je vais y arriver, d'offres, et cela selon les niveaux, mais est-ce qu'il y a tout de même une certaine homogénéité qui se dégage quand on regarde les 50 États au niveau de la pédagogie, de ce qui est donné en cours, ou pas du tout? Je pense qu'il y a quand même des valeurs universelles. Tout le monde doit étudier les maths, tout le monde doit étudier l'histoire, etc. Mais pour le reste, c'est la décision d'abord l'État et par la suite le district ou bien même l'école. Esther, est-ce qu'il y a tout de même une certaine uniformité justement quand on regarde cette diversité à travers les États? Et on va en revenir, hein, mais même y compris avec les différents districts dans les États. C'est surtout l'hétérogénéité quand même qui caractérise le système. Même les années à laquelle un enfant entre dans un certain niveau change d'un État à un autre, d'un district à un autre. Et je suis d'accord avec Andy, il y a quand même une uniformité qui est due, je pense, aux admissions à l'université, qui quand même, du coup, impose un certain cadre. Il faut, pour être admis à l'université, avoir fait des mathématiques et avoir un niveau minimum. Et donc... De là découle une homogénéité quand même. Andy, dans ce contexte, quel rôle jouent les parents et comment il a évolué ces dernières années? Est-ce que c'est devenu un lobby au final, ces parents? Pour la pédagogie, ils n'ont pas vraiment de pouvoir, mais il y a quand même des trucs pour les élèves qui sont moins doués, par exemple, qu'il faut avoir des soutiens pour les élèves, parce qu'ici, on est vraiment, tout le monde est dans la même école, même les handicapés physiques, mentaux, sont tous dans la même école et parfois dans la même classe. Et donc, ça pose des problèmes, ça ralentit un peu ce qu'on peut apprendre, évidemment. Et là, ils ont beaucoup de pouvoir, et surtout pour les trucs comme le port de masque, par exemple. D'accord. C'est vraiment la politique qui a quand même quelque chose dans l'éducation ici. Esther Sina, les parents, ils ont un droit de regard ou c'est plus que ça en ce moment aux États-Unis?
Les parents, ils ont toujours été quand même impliqués, plus qu'en France, je pense, aux États-Unis, depuis le début de l'histoire de l'éducation aux États-Unis. Et le point soulevé, effectivement, sur les enfants handicapés est intéressant. Là, c'est une vraie différence avec la France. C'est que depuis les années 60, aux États-Unis, c'est l'intégration des élèves en situation de handicap qui est la priorité. Et donc là, effectivement, les parents sont des vrais défenseurs des droits pour leurs enfants quand ils se retrouvent dans cette situation. Irina. Oui, il y a aussi les professeurs qui encouragent les félicitations. Ils sont largement distribués par les professeurs. En quoi c'est important pour les élèves, cette pédagogie Ça, c'est vraiment une question sur la culture américaine, même au-delà de l'école, qui est vraiment dans l'encouragement, dans l'enthousiasme, souligner les points forts, tout petit, souligner les points forts. Et même, on retrouve dans des célébrations constantes. Oui, les graduations commencent dès la maternelle avec des grandes cérémonies, des grandes fêtes où on s'habille bien, où on prend des photos, etc. Donc ça, c'est vraiment symptomatique, je pense, surtout de la culture américaine. Ça a un nom, ça, dans la culture américaine, cet état d'esprit, au final, toujours d'être un petit peu forward, pushy, je sais pas, optimiste, je sais pas. Je pense pas, c'est assez naturel, je pense, chez eux, donc ils n'ont pas de mots spécifiques pour désigner cet état d'esprit. Andy, il y a un mot pour désigner cet état d'esprit que l'on retrouve déjà chez les très jeunes aux États-Unis. Bon, je trouve pas, mais je suis tout à fait d'accord. Là, chez nous, il y a toujours des balles, il y a toujours des remises de diplômes, il y a la soirée film, la majorité des élèves font du sport. Qui fait partie de notre système. Mais un mot, je ne trouve pas. Est-ce que c'est le système aux États-Unis qui s'adapte à l'élève ou est-ce que c'est le contraire? C'est plutôt le système, mais le système est plus, disons, social. Oui, en termes d'environnement, oui, effectivement, l'élève est au centre de la pédagogie, mais je pense que plus on avance dans les années, plus la pression augmente pour avoir des bons résultats. Et ces tests standardisés nécessaires pour aller à l'université sont quand même un exemple d'un système imposé aux élèves. C'est quoi? C'est les pressions des classements internationaux, des classements PISA, tout ça? Non, c'est vraiment pour les élèves eux-mêmes qui doivent avoir des bons scores, des bons résultats sur cette échelle de 100 dont vous avez parlé, et avec ces examens qui comptent pour leur dossier pour l'université. Donc les élèves qui veulent aller à l'université, et surtout aux universités les plus prestigieuses, là je pense qu'on peut parler d'élèves qui s'adaptent à un système très compétitif. Andy, quelle est la place de la compétition à l'école? Est-ce que c'est ancré dans les mentalités, et cela dès le plus jeune âge? Ah oui, c'est vraiment... ça a changé depuis des années, là. Auparavant, quand on avait de bonnes notes, quand on était bon élève, on pouvait aller à l'université, pas de problème. Mais maintenant, il y a beaucoup de compétition. Même pour entrer dans notre école, l'Université de Delaware, c'est difficile. Il faut non seulement être bon élève avec de bonnes notes et avoir passé le SAT, c'est notre examen, avec de bonnes notes aussi, mais il faut être plutôt un touche-à-tout. Il faut avoir du sport, jouer de la clarinette, avoir fait des projets, etc. Donc on cherche quelqu'un qui est plus épanoui, disons, parce qu'il y a trop de compétition pour entrer dans les bonnes universités. Esther Sina, c'est-à-dire qu'il faut non seulement avoir une tête bien faite, mais en plus il faut à côté être irréprochable, j'entends sur le domaine de l'extrascolaire, ou même être président ou présidente d'une association? C'est ça, en fait, ce que recherchent les universités, c'est vraiment des personnalités. Donc il faut faire du bénévolat, il faut diriger une association, par exemple le journal de l'école, et il faut montrer qu'on sera une valeur ajoutée pour l'université, et ce n'est pas juste ces résultats qui comptent. Ce n'est pas stressant pour les élèves d'être bons à tout, c'est quand même du bénévolat, être bon aussi dans les sorties extrascolaires et aussi à l'élève. Comment ils arrivent à gérer cette pression? Est-ce qu'ils ont une pression et est-ce qu'ils arrivent à la gérer? C'est une pression vraiment très importante et c'est un problème dans les écoles. Il y a beaucoup d'élèves qui sont extrêmement stressés, angoissés. C'est très chronophage, donc les élèves sont très fatigués, surtout quand ils font des activités sportives. Et donc il y a un sujet effectivement d'actualité sur même les médicaments que prennent les élèves au lycée pour gérer ce stress. On l'a Exactement. Vu, avec des reportages notamment très intéressants et aussi
je veux dire assez trivialement, assez flippant. Andy, quelle place tient l'extrascolaire aux États-Unis ? Est-ce que c'est au final, quelle est la place de l'extrascolaire aux États-Unis ? Est-ce que c'est au final limite plus important que la scolarité classique ? J'aimerais bien dire que dans ma classe, oui, j'ai la possibilité de parler avec les élèves. Et souvent, je pose des questions. Qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple? Ils disent tous dormir. Wow. Ils disent tous, je suis stressée. Donc, mais c'est ça un problème, à mon avis. Hein. Je pense que ce système a ôté la vie aux jeunes. Ils n'ont pas de vie. Ils vivent pour les études, le sport, tout ce qu'ils doivent faire. C'est triste, à mon avis. Esther Sina, la qualité de l'éducation aux États-Unis, c'est toujours un enjeu national. Ça l'a été notamment, on sait, il y a quelques années, pendant la guerre froide. Ça l'est encore aujourd'hui, encore plus. Ça l'est encore aujourd'hui. Bon, là, récemment, dans les années que nous avons vécues, le sujet, c'était plus sur la fermeture des écoles, la pandémie et vraiment sauver les meubles, entre guillemets. Mais oui, la qualité de l'éducation, c'est encore un sujet. Et la difficulté avec un État aussi décentralisé, c'est de savoir évaluer la qualité de l'éducation dans des districts. Comment ils font pour évaluer ? Alors, j'imagine que c'est différent d'un État à un autre État, mais comment on fait ? C'est quoi les critères pour évaluer les réussites et peut-être aussi les échecs d'un établissement ? C'est intéressant parce qu'en fait, les États-Unis, donc il y a cette tension toujours entre fédéral et étatique et même dans les districts. Et donc la loi actuelle, en fait, propose aux États d'établir leurs propres standards d'évaluation, leurs propres critères d'évaluation et donc d'avoir ces objectifs à remplir. Donc c'est les États qui transmettent à l'État fédéral leurs critères et c'est selon ces critères choisis qu'ils sont évalués. Ça, c'est la loi de Obama, Every Student Succeeds Act. Andy Fletcher, comment, dans le Delaware, on évalue justement si un établissement est performant ou pas ? Je pense que c'est une question de le pourcentage d'élèves qui reçoivent le diplôme. C'est aussi une question des notes sur les SAT, par exemple, mais aussi les notes en général à l'école qui vraiment ne veulent rien dire parce qu'on ne peut pas savoir les critères, parce que chaque école est différente. Aux États-Unis, Esther, il y a le public, il y a aussi bien sûr le privé, comme dans bon nombre de pays. C'est deux salles, deux ambiances. Oui, c'est très différent, mais même au sein du public, il y a des grandes inégalités entre écoles, entre districts, mais effectivement, le privé est parfois beaucoup mieux doté et c'est surtout le cas depuis la déségrégation, on en parlait tout à l'heure, où beaucoup de familles blanches ont choisi le privé plutôt que d'être dans des écoles mixtes. Toutes les écoles publiques, pardon, je vous coupe, sont gratuites, hein, c'est ça hein. Les Toujours, écoles publiques sont gratuites. Toujours, d'accord. Oui. Les écoles publiques sont gratuites, mais leur budget dépend de la richesse du district dans lequel elles se trouvent. Donc elles peuvent quand même être très inégales en termes de ressources. Mais oui, donc le privé, depuis les années de déségrégation, est parfois choisi par des familles aux ressources plus importantes. Et donc, ça peut parfois être la voie royale. Andy, justement, on parle de ces inégalités entre public et école privée, mais y compris au sein de l'école publique, il y a d'énormes disparités ? Ah oui, c'est sûr. Par exemple, on a cette idée de charter. Moi, j'étais d'abord dans une école publique normale. Pardon de vous couper. C'est quoi une charter school ? Une charter school, c'est une école qui a été créée par peut-être une entreprise. Par exemple, chez nous, c'était par exemple DuPont, la compagnie DuPont, qui ne voyait pas assez d'élèves avec les connaissances nécessaires pour entrer dans les sciences, n'est-ce pas? Donc, on voulait des élèves plus préparés pour les sciences, la technologie et tout ça. Donc, ils ont commencé une école. Donc, ils reçoivent des fonds de l'État, comme si c'est une école publique. Mais il y a des choix les cours qui sont... Par exemple, nous avons beaucoup de sciences dans l'école où j'étais à Charter School of Wilmington. Donc, les sciences, la technologie, il y a beaucoup de possibilités. Il y a moins de possibilités si on veut faire, par exemple, de la musique ou de l'art dramatique. Il y a très peu. Voilà, c'est ça. Pourquoi ces charter schools ont souvent été dans l'actualité ? Donc effectivement, ce sont des écoles déléguées au privé, mais ce sont des écoles publiques et elles sont souvent dans l'actualité puisqu'il y a eu plusieurs scandales pour des charter schools qui... Sur le financement ?
Non, c'est plus sur la discipline en fait qu'elles imposent. Alors il y a une question de financement, mais souvent les scandales dans l'actualité, ce sont des écoles parfois très strictes et avec une méthode presque militaire. Et c'est ces images-là qui choquent et qui se retrouvent dans l'actualité. C'est quoi les images en mode bootcamp carrément? Ouais. Oui, c'est ça. Ou en fait des officiers de police qui sont ou de sécurité qui sont dans l'école et qui s'en prennent physiquement aux élèves qu'ils trouvent, qui considèrent être des éléments perturbateurs. Question d'Irina. Oui, je voulais parler d'une autre problématique. Au Texas, plus de 400 livres ont été retirés des bibliothèques scolaires, des ouvrages qui évoquent des thèmes de LGBT, l'inégalité raciale ou encore l'histoire afro-américaine. En Pennsylvanie, des jeunes de 13 à 16 ans ont d'ailleurs créé un club de lecture pour débattre des livres interdits. Ils pensent que la censure est de plus en plus pesante. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai dans certains États, ça l'a toujours été. D'ailleurs, le Texas avait interdit les livres qui enseignaient l'évolution à l'époque. Ils ont toujours été à la pointe, eux. Pour interdire, pour la censure, effectivement, ils sont connus pour ça en éducation. Et là, effectivement, récemment, c'est Critical Race Theory, donc la théorie critique de la race, qui est vraiment au centre des débats, avec ces livres, effectivement, qui sont interdits. Et l'État, encore une fois, peut prendre cette décision, puisque l'État du Texas est souverain pour les questions d'éducation. Andy, il y a des débats aux États-Unis effectivement assez animés tout autour de cette question sur la censure. Ah oui, c'est non-stop. Et à mon avis, je trouve que c'est une question de la politique de chaque État, disons. Voilà, c'est ça. Ici, on n'en parle pas, mais au Texas, évidemment, au sud, on en parle beaucoup. Esther Sina, quelle est la politique scolaire au final, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur aux États-Unis? On rappelle qu'il y a des politiques scolaires qui s'élaborent, l'une qui tend à offrir une l'égalité des chances, et puis il y en a une autre qui vise à créer une élite. Est-ce que les États-Unis ont réussi à choisir, ou est-ce qu'ils voguent année après année, ou plutôt décennie après décennie, selon j'imagine les présidents, entre telle ou telle option? Il y a toujours cette tension, effectivement, et ce ne sont pas tellement les présidents en fait, qui marquent le changement, puisque cette échelle fédérale n'est pas la plus pertinente en question d'éducation. Donc ça dépend des États, ça dépend même des districts scolaires. Les deux grandes directions qu'ont pris les États-Unis en matière d'éducation, c'est la standardisation des tests. Donc on parlait des SATs. Oui. Donc ces tests qui sont quand même d'envergure nationale, et la privatisation, donc avec les charter schools, les écoles privées, et donc ces politiques de choix, pour que les parents puissent choisir. Bon, certains parents ont plus de choix que d'autres, bien sûr, l'école dans laquelle se rendent leurs enfants, et on se retrouve, c'est pour ça, avec des trajets parfois très importants pour se rendre à l'école choisie par les parents. Andy, est-ce que les États-Unis sont toujours tiraillés justement entre ces deux choix, ces deux optiques, entre l'égalité des chances, l'école pour tous d'un côté, et peut-être la création d'une élite, puisqu'on sait que l'éducation est fondamentale et que les Américains sont très compétitifs? Oui, c'est vrai. C'est le fait que maintenant, on a les écoles privées, on a les écoles publiques, on a les charters. Donc, je trouve, à mon avis, que c'est les parents qui sont plus aisés, disons, qui ont plus de possibilités, parce que un parent qui travaille de job n'a pas le temps de faire tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le charter, qui est la meilleure école. Donc, c'est hyper compliqué, exactement comme ça, comme elle a dit. On va faire sans plus tarder l'extra info, l'info en plus. C'est avec Irina. Et on s'intéresse, ma chère Irina, aux frais de scolarité qui sont comme une sorte de marathon financier pour les élèves, mais surtout pour les parents. C'est vrai, il existe donc des écoles publiques gratuites, mais dans les écoles privées, les frais de scolarité sont très élevés. 34 000 $ pour une année de primaire à San Francisco, ou encore 51 000 $ à New York. C'est assez impressionnant. Et pour les universités, c'est encore pire que ça? Oh oui, on parle d'un sacré coût. Et quand on parle du coût des universités américaines, il faut entendre les droits d'inscription annuels, mais aussi le prix du logement. Les frais d'inscription s'élèvent à environ 40 000 $. Il faut ensuite ajouter environ 10 000 $ pour le logement. En moyenne, un étudiant peut dépenser 42 000 à 47 000 € par an pour ses études. Je sais que vous adorez les chiffres. Autre chiffre, 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, c'est le montant de la dette étudiante aux États-Unis? Eh oui.
plus de 44 millions d'Américains remboursent des prêts liés à leurs études. Les jeunes se rendent compte qu'il est important de poursuivre des études après le lycée, mais avec les frais de scolarité de plus en plus élevés, la faiblesse du système de bourse et la culture nationale qui encourage les étudiants à quitter le nid familial pour entrer à l'âge adulte, la plupart des jeunes cumulent plusieurs travails pour rembourser ces dettes et le remboursement de ces dettes se fait en dizaines d'années. 200 milliards de dollars, Andy Fletcher, il y a des étudiants qui remboursent toute leur vie. Oui, c'est très dur. Donc, le système est... c'est difficile. Si on a de bonnes notes, évidemment, c'est possible d'avoir des bourses, mais les bourses ne sont pas assez en général. Donc, si vous avez de l'argent, vous allez à l'université. Si vous n'en avez pas, vous n'y allez pas. C'est pas possible. Il était question ou pas, Stersina, ces dernières années, de peut-être, pourquoi pas, réformer le système, non ? Il y a quelque chose qui cloche ? On a beaucoup parlé récemment d'éponger cette dette étudiante. Joe Biden s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet avec plusieurs options qui s'offraient à lui. Il a épongé la dette de certaines personnes, certaines professions en fait, ont vu leur dette annulée, notamment certains enseignants dans le public. Et certaines personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler, puisque c'était impossible pour ces personnes de rembourser. Mais pour l'instant, la question de réformer le système dans son intégralité n'est pas d'actualité. Mais c'est vrai que les personnes remboursent pendant des décennies. Obama a fini de rembourser sa dette juste avant de devenir président. Andy, on a cette image, en tout cas, moi j'ai cette image, vue de France, de cette école américaine qui des fois doit un petit peu se débattre avec ces séquences de violence. L'école, face au défi de la violence aux États-Unis, c'est une réalité ou c'est juste parce qu'ici, vu d'Europe, on a forcément toutes ces mauvaises images qui nous arrivent? Quel est votre quotidien? OK. Évidemment, il y a des problèmes ici, évidemment. On fait des drills dans les écoles où on fait semblant qu'il y a quelqu'un qui a un fusil ou autre chose qui entre dans l'école et on doit se mettre par terre, on doit se taire pendant très longtemps. Il est arrivé une fois dans ma salle de classe, tout le monde se cachait et puis il y avait quelqu'un qui est venu faire un peu avec le poignet comme s'il voulait entrer pour voir si la porte était bien fermée à clé. Et ça fait très peur aux élèves. Donc, il y a encore plus de stress maintenant à cause de cela. Est-ce que la société américaine est condamnée à l'impuissance sur ces questions de violence, notamment au sein de l'école qui est censée être un sanctuaire? Oui, c'est inimaginable en fait d'avoir une telle violence dans des établissements scolaires. Et pourtant, ça arrive extrêmement fréquemment. En 2018, il y avait eu cette fusillade en Floride et le mouvement qui a suivi, le mouvement des élèves contre les armes à feu, pour la régulation de leur obtention, avait été très médiatisé. À ce moment-là, il y avait eu une vague d'espoir que peut-être la régulation des armes à feu allait enfin être au programme, mais cela n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, oui, les États-Unis, tant qu'il n'y a pas de législation sur cette question, sont condamnés à voir ces événements se répéter. On va terminer sur une touche positive. La question peut-être des universités. Pourquoi les universités américaines ont tant la cote, Andy? Est-ce que c'est encore le cas? J'ai pas compris la question. Est-ce que les universités américaines, elles ont toujours la cote? Je sais pas, peut-être. Mais c'est vrai qu'elles sont renommées, et cela dans le monde entier. Et on a l'impression que tout le monde veut aller faire ses études aux États-Unis, et pas forcément pour faire de l'art dramatique ou pour faire du sport, mais pour avoir cette éducation dans ces prestigieuses écoles. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le nom, hein. Tout le monde connaît Harvard, tout le monde connaît Yale, tout le monde veut y aller. Stersina, c'est surfait aujourd'hui ou ça a encore la cote? C'est surfait si on pense peut-être au coût que ça peut coûter à certains étudiants. Ça vaut peut-être pas le coup pour... Vous avez Madame Chiffre en face, attention. Pour aller dans des professions qui ne permettront pas de rembourser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Harvard est confronté au problème d'élèves qui se dirigent tous dans le monde de la finance après avoir obtenu leur diplôme, puisque ce sont les seules professions qui vont leur permettre de rembourser. Mais bien sûr, ce sont des universités qui font rêver, puisqu'elles offrent un idéal en fait de combinaison entre vie sociale avec ces fêtes étudiantes et sérieux et crédibilité.
Andy, dernière question. Est-ce que vous avez connu des professeurs français ou même des Français qui sont venus enseigner chez vous aux États-Unis et pourquoi pas dans le Delaware, où il fait bon vivre? Ça arrive, évidemment. Oui, je connais des gens. Oui, oui, bien sûr. Et ils arrivent à s'adapter justement au système parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir. Il faut quand même une certaine capacité d'adaptation. Ouais, enfin, j'ai une copine dont il a été difficile, mais elle est arrivée, évidemment. Ben, il faut le faire de toute manière. Bon, merci beaucoup. Je trouve qu'on a eu on a quand même des professeurs qui sont venus de la Chine. Et de la Chine ici, c'était très, très difficile. Il y a ceux qui sont rentrés parce qu'ils pouvaient pas. Impossible. On est bien payé aux États-Unis quand on est prof? Non, non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment? Non. Pas vraiment, mais peut-être mieux qu'en France. En tout cas, j'ai l'impression. Merci mille fois, Andy Fletcher, d'avoir été avec nous depuis le Delaware aux États-Unis pour cette émission de School TV. Et un grand merci à vous, Esther Sina. Je rappelle que vous êtes enseignante et chercheuse en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, bien évidemment. Un grand merci à vous, ma chère Irina. On se retrouve très vite.